Bonjour à tous. Alors on va s'amuser un peu si vous voulez. Je vous emmène il y a 100 ans dans les années folles à la poursuite d'une femme arnaqueuse. Les lieux, c'est René Safroy, elle a 33 ans, imaginez-la, brune, avec la coupe à la garçonne, comme on fait en 1929, et cette robe flûtée sans manches. Il manque que le fume-cigarette, elle est là qui s'apprête à recevoir ses invités. Oh, il y a du beau monde là. Voici ce que disait le carton d'invitation. Un gala artistique et hippique avec le concours des vedettes de nos principaux théâtres sera donné le mercredi 16 juillet de 15h à minuit au château de la Guette, au bénéfice de la maison de retraite des artistes de Pont-aux-Dames et de la Croix-Rouge de Saint-Quentin. Un goûter et un dîner dansant, de multiples attractions, une tombola munie de l'eau splendide composeront les divertissements. Le soir, l'orchestre joue des valses, du charleston, c'est la grande mode. Bref, événement plein de succès. Et autour du château, il faut savoir que René Safroy gère 5 hectares de fermage. Par ailleurs, elle a ouvert un restaurant à Paris qui s'appelle lui aussi le domaine de la Guette. René Safroy est donc ce qu'on pourrait appeler une entrepreneuse qui aime l'agriculture, même si elle puise ses capitaux, en vérité, dans la fortune de son compagnon, qui a 75 ans, qui est directeur de la compagnie des oreillers et couvertures de Grand Réseau. Il s'appelle Kallmann. Ils se sont rencontrés à Paris 6 ans plus tôt. Lui a quitté son épouse, mais il n'a pas divorcé, et donc il a vécu avec René, mais n'a pas pu l'épouser. René avait déjà 2 fils, Roger et Guy, qu'elle avait eus lors de précédentes relations. Elle déclare qu'elle est de nouveau enceinte, et cette fois de Kallmann. Elle s'en va accoucher à Montauban. Elle revient avec une petite Simone, hélas. Peu de temps après, Kallmann meurt subitement. Or, alors qu'elle se trouve chez le notaire et qu'elle s'apprête à hériter d'une fortune, eh bien, en vérité, René découvre que Kallmann ne lui a rien laissé. Elle est sur la paille, René. Le domaine, le restaurant, tout ça est saisi ou vendu. Et avant qu'on lui demande des comptes supplémentaires, elle va disparaître du jour au lendemain sans laisser d'adresse. Elle emmène avec elle ses 2 fils. Et la petite Simone, me direz-vous, eh bien, René la ramène à Montauban, car en fait, elle n'a jamais été enceinte. Elle avait simulé cette grossesse. Elle avait recueilli un bébé auprès d'une fille mère qui voulait l'abandonner. Tout ça pour que Kallmann, séduit par cette mère aimante, finisse par l'épouser. Voilà un stratagème qui n'a pas fonctionné. Il faut croire que le compagnon de la dame, le compagnon de René, avait commencé à voir clair dans son jeu. Franck Ferrand sur Radio Classique. La voilà, René Safroy, sur le pont d'un paquebot à destination d'Alger. Elle est avec ses 2 fils, donc Roger et Guy. Un ingénieur se présente. Il entame la conversation et elle lui dit « Oh, je suis romancière, Claude Dazil. Mon journal m'envoie en reportage, je connais bien l'Algérie, vous savez, j'y suis né. Et si vous passez à Dole, en tout cas, n'hésitez pas, venez nous rendre visite, mon épouse sera ravie, dit l'ingénieur. » René n'a pas tout à fait tout inventé, puisqu'il y a bien une Claude Dazil qui était écrivaine née en Algérie. Vous voyez qu'elle n'hésite pas à usurper son identité. À Alger, la vérité, c'est qu'elle ne connaît personne. Alors, elle décide de répondre à l'invitation du fameux ingénieur, là. Elle fait la route de 500 km en taxi avec ses enfants jusqu'à Beaune, ce que nous appelons aujourd'hui Annaba. On est sur la côte proche de la Tunisie, dans l'est de l'Algérie. À Beaune, elle demande au taxi de la déposer devant un grand hôtel et de revenir la chercher le lendemain. Elle le paiera à ce moment-là, dit-elle. Le lendemain, inutile de vous dire qu'elle s'est envolée sans régler la course. Elle passe une semaine chez le fameux ingénieur, jusqu'à ce que le journal L'Écho d'Alger publie un article sur la plainte d'un chauffeur de taxi contre une romancière indélicate.
Oh, ça commence à sentir le roussi. Alors Renée fait ses valises, elle quitte la villa, elle rentre à Alger, prend des billets pour Marseille, seulement la police l'accueille sur le quai juste au moment où elle est embarquée. Les garçons sont confiés à l'assistance publique. La vérité, c'est qu'il y a une autre affaire qui vient se greffer à l'histoire du taxi. Une mère a déposé plainte pour enlèvement d'enfants. Oh, c'est pas la mère de la petite Simone, non, c'est la mère de Guy. Guy qui ne serait pas non plus le fils de René. Elle l'aurait récupéré dans une maternité pour convaincre un précédent amant de l'épouser. Vous voyez que c'était rodé son affaire. Elle arrivait avec un enfant et puis voilà, regarde ton beau bébé. Bref, il n'y a pas de preuves, l'enquête se conclut par un non-lieu et on finit par relâcher Renée, qui rentre en France en se faisant la plus discrète possible, parce que quand même, dans la presse, on commence à parler de cette aventurière, de cette mystificatrice. La voilà donc qui se terre à Paris, dans un meublé, toujours avec les 2 enfants. Et il lui faut un nouveau protecteur maintenant, un nouveau mari, si possible riche, en tout cas avec une position sociale qui lui permettrait de se refaire. Pour trouver ce compagnon idéal, elle fait appel à un entremetteur qui s'appelle Louis Gros-Claude. C'est une sorte de mondain qui se fait passer pour comte. Il conduit Renée à l'hospice d'Ivry, la présente à un monsieur de 72 ans, le marquis polonais Rolla de Rosicki. Renée arrive dans la chambre. Oh, inutile de vous dire qu'elle est plus qu'élégante, bien habillée, très maquillée, parfumée, souriante, pétillante à souhait, et le vieux monsieur tombe sous le charme, et oui, d'accord, il veut bien l'épouser. Ça vous rappelle un film de Sacha Guitry à la même époque qui s'appelait Ils étaient 9 célibataires. Avant même le mariage, Renée se met en quête d'un château à acheter, celui de Neuvy en Dordogne, qui est à vendre, ça se trouve entre Périgueux et Bergerac, une 40aine de pièces. Elle remet au notaire un chèque d'1,7 million, s'il vous plaît, et lui demande tout de même de ne pas l'encaisser tout de suite, parce qu'elle attend un gros héritage, ce serait plus facile. Ah, le notaire est tellement content d'avoir trouvé une cliente. Bon, qu'est-ce que vous voulez, il accepte. Renée débarque au château à bord d'une berline rutilante. Bah oui, il faut toujours impressionner tout le monde, à commencer par le personnel, c'est important ça. Et elle organise le mariage, elle embauche des domestiques, elle commande l'orchestre, le buffet, les fleurs, tout ça est somptueux. Et le 16 septembre 1933, elle envoie chercher le marquis à l'hospice d'Ivry pour l'amener à l'église de Ribérac où il va épouser Renée, qui devient donc marquise de Rosicki. Et puis après ça, on se rend au château pour festoyer. Dès le lendemain, c'est le début des travaux de rénovation, de décoration. On a fait pour le personnel un bel uniforme bleu, une sorte de livret si vous voulez. Et à tous les fournisseurs, on envoie la même promesse. Les factures vous seront réglées tous les 6 mois, rassurez-vous. Au bout de 10 mois, personne n'a toujours touché le moindre centime. Et ça commence à poser problème. On se pose des questions, des rumeurs se mettent à circuler. Et là, il va vraiment falloir que Renée invente quelque chose. Voulez-vous bien nous conduire à Bordeaux où je dois toucher mon héritage, demande-t-elle au notaire. Ah bon, il faut vous conduire? Oui, ce serait plus simple. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Le notaire sort sa berline et le voilà qui conduit Renée ainsi que son fils et son fameux marquis à Bordeaux. Et il les attend, lui, pendant ce temps-là, dans une brasserie bien connue d'ailleurs. Il ne les reverra jamais, puisqu'ils ont pris le train pour Paris. À Paris, elle abandonne le vieux marquis sur un banc. Elle disparaît. Bientôt, elle réussira à vendre une bague. Elle retrouvera son frère. Bref, c'est la fin de l'épisode périgourdin. Mais c'est pas la fin du feuilleton, non. Vous allez voir, ça ne fait que commencer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Août 1934, nous sommes maintenant dans le Calvados, figurez-vous, et voici qu'une voiture luxueuse s'arrête devant un grand hôtel, comme il y en a tant sur la côte normande. Une élégante en descend avec ses 2 fils. Oh, j'ai pas besoin de vous dire de qui nous parlons. « Je suis la comtesse de Sommery et viens d'acquérir le château de Montfort, dit-elle. » On la loge dans la meilleure suite, et le lendemain, elle explique qu'elle va épouser le duc de Montmorency, qu'elle va organiser une grande réception, donc il faudrait que l'hôtel se prépare tout de même. Elle ne sait pas si ça va aller, mais enfin si, probablement. En attendant, il faut emporter ses bagages dans son futur château. Et puis, plus rien, le temps qu'on comprenne, inutile de vous le dire, qu'elle s'est volatilisée sans payer la suite.
À Chamblay, en Bourgogne, le château de Clairvent est à vendre. 8,5 millions de l'époque. On parle encore de francs or. Elle signe, elle ne paie rien, elle s'installe. Elle lance de grands travaux, achète des automobiles, les garagistes demandent leur paiement, elle les persuade de l'emmener à Genève, où se trouve son compte. Et oui, c'est le compte en Suisse. À Genève, elle fait mine de passer au guichet de plusieurs banques, et puis elle disparaît. Avec autant d'audace, elle pourrait faire des miracles dans les affaires, évidemment, mais ça n'est pas son destin. Elle préfère marcher sur ce fil où elle est en équilibre constamment instable. Elle préfère risquer le tout pour le tout. Il faut croire qu'au fond, c'est sa façon d'être et de vivre. Le 19 novembre 1934, la voilà à Lyon, à l'hôtel pour acheter le château de Richemont cette fois. Elle envoie le chauffeur de son taxi avec une promesse. C'est toujours la même histoire, vous savez comment elle fait avec les taxis. Et le lendemain, l'hôtelier la surprend en train de préparer une véritable fuite. Sauf qu'il est plus malin que d'autres, lui. Il décroche son téléphone, il prévient la gendarmerie. Et quand on lui demande de payer, elle ne peut tirer de son porte-monnaie que 30 centimes. Alors, on l'a conduit au poste, qu'est-ce que vous voulez ? Elle est identifiée, inculpée cette fois pour filouterie, placée en détention à la prison Saint-Joseph, et cette fois devant la cascade des plaintes qui arrivent un peu de partout, parce que ça y est, la police fait son travail. Le parquet désigne un juge d'instruction qui va s'atteler à reconstituer le Tour de France des châteaux, si vous me passez l'expression. On devrait dire des grands hôtels et des châteaux. Elle vit dans les hôtels pour acheter prétendument les fameux châteaux. Quant aux chauffeurs de taxi, ils ne sont jamais payés, bien sûr. Bref, ce qui s'ouvre à Dole, au début du mois de juin 1935, c'est le procès Saffroy. Voici ce qu'on peut lire dans la presse. L'étonnante marquise de Rolla de Rosinski a fait toilette ce matin pour comparaître devant les juges correctionnels. Elle a réussi une remarquable symphonie brune. Seuls ses cheveux, jadis dorés, sont hélas passés, très passés. Et pourtant, elle n'a que 40 ans. On parle des frasques de la Stavisky du Périgord. Et oui, c'est la grande époque où on parle encore de l'affaire de M. Alexandre, de Stavisky, bien sûr. La marquise au sans-vie. Oh, on lui trouve toutes sortes de noms et de surnoms. La châtelaine aventurière dans Les arnaqueuses des années folles, paru l'année dernière chez Talandier. Voici ce que nous dit Marina Bello. Elle a retracé 3 parcours insolites, dont celui de René Saffroy, je la cite. La presse des années 1920 regorge des faits d'armes de ces aventurières de tous les milieux et de tous les âges, qui voilà le moyen de s'inviter à la fête de ces années folles, synonyme d'intense essor économique. Leurs arnaques sont plus ou moins ambitieuses, plus ou moins réussies, mais toutes racontent le même désir, celui de s'acheter une vie libre. Et c'est intéressant ça, parce que ça replace les choses dans le contexte de ces années folles où les femmes commencent à acquérir une position, parfois au forceps, comme vous pouvez le voir, et où d'une autre manière, le dégoût inspiré par la Grande Guerre et les espoirs que toutes sortes d'affaires nées de la crise font naître, expliquent peut-être cette efflorescence d'arnaqueuse. Casteljo, le président du tribunal de Dole, n'a pas tellement envie de suivre ce genre d'explication, lui. C'était l'époque où les magistrats voyaient les choses assez simplement, vous savez. Vous avez fait des dupes à Paris, Biarritz, Orbeck, Neuvic, Douai, Lille, Boulogne, Berck, Richevillers, Strasbourg, Haguenau, Lyon, Chamblay et enfin à Chalamont où votre parcours criminel a pris fin, dit le juge. Eh bien, vous êtes mieux au fait de mon Tour de France que moi, répond l'inculpé. Partout, madame, vous avez mené une vie d'opulence. Oh mon Dieu, c'est le train de vie courant des gens de notre situation. Oh non, là, la cour est estomaquée, l'avocat est un peu consterné, il faut bien le dire, le public, lui, bat des mains. Mais René a reconnu tous les faits lors de l'instruction, donc le président peut prendre le temps de retracer sa vie. Alors, qui est-elle, en vérité, cette René Saffroy ? Eh bien, elle a grandi en plein Paris, boulevard de Sébastopol, d'un père employé de banque qui s'est reconverti dans l'achat-vente de fonds de commerce. Il achetait bas et revendait haut, vous savez, grâce à un peu de bagou et un peu d'entourloupe aussi. Un homme qui faisait illusion et faisait rêver les acquéreurs. Autant dire que René a pu en prendre de la graine. Elle découvre que son père a eu 2 autres enfants avant elle, d'une autre femme qui vit pas très loin. C'est intéressant aussi le caractère un peu désorganisé de ce début du XXe siècle. Vous comprenez, tout ça contribue à ce qui se passe.
Elle a été scolarisée, elle, au couvent Sainte-Clotilde, où inutile de vous dire que les cours l'ont beaucoup ennuyée, la pratique religieuse, n'en parlons pas. Elle préfère lire Racine, Corneille, les mémoires de grands hommes. Elle aime aussi, elle lit notamment le mémorial de Sainte-Hélène. Elle aime aussi les chevaux, les courses hippiques, le mouvement. À 20 ans, un premier mari commerçant, auprès duquel elle s'ennuie beaucoup et qu'elle quitte, avec ce fils qu'elle a eu avec lui, Roger, pour s'installer en Normandie et monter sa première affaire, une usine de pasteurisation de lait. C'était ultramoderne à l'époque. Elle commence à engranger quelques bénéfices. Quand le gouvernement décrète de baisser le prix du lait, mauvaise nouvelle, elle va faire faillite parce qu'elle était un peu sur la corde raide. Elle a un deuxième fils, Guy, dont on ne sait vraiment donc si elle l'a eu ou donc si elle l'a adopté pour l'imposer à un nouvel amant, vous vous rappelez l'histoire. Et puis, elle rencontre donc cet industriel du domaine de la guette, avec lequel ça va être ce nouvel échec et le début de ce qu'il faut qualifier de fuite en avant, bien sûr. Un expert près de la cour, le docteur Locard, vient déposer à la barre. Sur le plan purement psychique, dit-il, j'ai pu relever un traumatisme d'abandon inconscient lié à la découverte tardive de la double vie de son père qui a contribué à développer chez Madame Saffroy un double mécanisme de protection et d'agression. Le monde de Madame Saffroy est binaire, ajoute l'expert. Pour se protéger de l'homme vu comme un agresseur, elle a décidé qu'elle serait celle qui agresserait, celle qui abandonnerait et celle qui finalement triompherait. Eh oui, la meilleure défense, c'est l'attaque, plutôt que d'être abandonné, si l'on abandonnait soi-même. Et il souligne d'ailleurs, cet expert, l'humour de René. Je dois avouer que je trouve ce sujet tellement particulier que sa photographie et ses empreintes mériteraient de figurer au musée de criminalistique parmi les escrocs de première catégorie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le président, lui, ne s'en laisse pas compter. Quand même, il essaie de comprendre. Les faits ainsi établis, au fond, il ne reste qu'une question. D'où vous vient cette manie, cette obsession des châteaux ? Pas tellement capable de répondre, René. Oh, tous les châteaux que j'ai achetés sont disposés suivant une certaine ligne. Alors là, on ne sait plus si elle ment ou si elle commence à délirer pour se faire passer pour plus importante et plus intelligente qu'elle n'est véritablement. Le procureur requiert en tout cas une peine exemplaire pour, dit-il, « cette femme escroc, cette roturière qui voulait particules et vide château. Vous êtes une escroc en jupon !» Et on a l'impression que c'est le côté jupon le plus grave dans les propos et dans le réquisitoire de ce procureur. L'avocat, c'est Maître Feillot. Il va s'étonner de la violence du réquisitoire. Il rappelle que René Saffroy a aussi été généreuse, qu'elle a donné à des œuvres caritatives à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Il conteste bien sûr les charges. Enfin, messieurs, la marquise, certes, a commis quelques folies, mais elle n'est pas cet escroc que monsieur le procureur a dépeint. Les accusations des plaignants ne reposent sur aucun fait établi. Des ragots de chauffeurs, des mensonges de voleurs, les médisances de femmes de chambres indélicates. Voilà de quoi ce dossier est plein à craquer. Alors, que va faire le tribunal ? Eh bien, il reconnaît René Saffroy, coupable de vol, escroquerie, faux. Il la condamne à une peine relativement modérée de 18 mois de prison. Et une fois cette peine purgée, la marquise au sans-vie, comme disait la presse, va s'en aller en Italie. C'est une partie de sa vie qui n'est pas forcément moins intéressante que la précédente, puisque la sûreté va soupçonner René Saffroy de servir les services secrets de Mussolini. Je vais vous lire le rapport de la police dans le bonus. Sachez en tout cas que la Sûreté générale française dit que l'activité de cette personne est extrêmement suspecte. Il paraît certain que les services secrets italiens l'utilisent. Ce ne serait pas si étonnant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle ne fera plus parler d'elle en tant qu'escroc, n'est-ce pas ? On va perdre sa trace dans les heures troubles de la guerre. Ce qui est probable, c'est qu'elle ait quand même monté quelques petites affaires pour survivre. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien vivre. On n'en sait rien de tout ça. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est décédée à l'âge de 73 ans, à Neuilly-sur-Seine. C'était en 1967. Vous écoutez Radio Classique.